Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui à la une de votre podcast, hier c'était le Defense Instructor Day. Comment échanger, comment mutualiser les ressources pédagogiques. Ensuite, la fusion d'IPM et Rossel continue de susciter des réactions. Il n'y a rien. R-I-E-N. Rien. Et pour finir, nous retrouverons Peter de Keyser pour nous parler d'égalité face à l'éducation et comment cela peut nous porter préjudice. Z sur 7 à la une. Hier, c'était le Defense Instructor Day à l'école militaire, un événement à destination des instructeurs de la défense. Avec le Forum, l'armée développe une communauté de pratique sur le digital learning. Yves Magnon, directeur général du Forum. Nous travaillons ensemble depuis des mois sur comment échanger, comment mutualiser les ressources pédagogiques à destination des apprenants, qu'ils soient ici en l'occurrence militaires en apprentissage ou chercheurs d'emploi au sein du Forum. Car les besoins en ressources humaines de la défense sont immenses. Cette année, elle doit recruter 2500 militaires. Cela passera à 2800 l'année prochaine et 3300 militaires supplémentaires en 2027. Général Anne-Rose de Potter, responsable de l'école militaire. Tous ces jeunes doivent être formés, ça commence par une formation militaire de base et ça se poursuit avec une formation professionnelle en fonction de leur métier. Et donc, toutes ces formations doivent être organisées. C'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup d'instructeurs. La Défense compte actuellement plus de 26 000 personnes dans ses rangs. C'est l'un des plus grands employeurs de Belgique, avec des métiers de plus en plus diversifiés pour lesquels il existe de nombreuses formations. Général Anne-Rose de Potter. Nous avons des métiers techniques, donc nous aurons aussi besoin de toutes sortes de profils, notamment pour le génie de construction. Les formations dans ce domaine de construction, par exemple les formations de plomberie, sont organisées conjointement avec le Forum. L'équipement disponible servira bientôt aux militaires de Marchand-Famenne désireux de passer leur permis. Un nouvel exemple de synergie entre services publics. Z sur 7 à la une. On vous en parlait il y a une semaine, la fusion entre IPM et Rossel ressemble à s'y méprendre à une acquisition, tant la différence de poids entre les deux groupes est flagrante. 614 millions de chiffre d'affaires en 2023 pour Rossel, contre seulement 164 millions pour IPM. Mais une chose est sûre, si l'opération est validée par l'autorité belge de la concurrence, il y aura des changements. François Leaudet, CEO de IPM, nous les présente. Oui, il y aura des consolidations qui auront des conséquences, que ce soit en termes de gestion des services généraux et compagnie, bien sûr. Maintenant, donc oui, il y aura certaines pertes d'emplois. Et gouverner, c'est prévoir. C'est donc de dire, OK, on doit revoir nos équipes professionnelles de manière à ce qu'on soit fit and running, prêt à continuer dans la course économique avec les bonnes équipes. Des pertes d'emplois dans l'administratif, mais aussi chez les journalistes. Et beaucoup d'employés se savent menacés. Mais IPM Rossel veut aussi engager pour réussir sa transition numérique et optimiser son offre digitale. Une autre question qui fâche, cette fusion peut-elle garantir la diversité ? François Leaudet. Il y aura moins de pluralisme parce qu'on est consolidé, ça c'est vrai. C'est pas pour ça qu'il n'y en a plus. Ensuite, en coupant ce coin-là ou en le diminuant, on arrive à sauver le coin des revenus publicitaires parce qu'on va augmenter nos revenus publicitaires. On augmente le coin des revenus des lecteurs parce qu'on va avec des plateformes qui sont beaucoup plus importantes. Et on sauve le coin de la diversité, c'est-à-dire le nombre de titres qui vont demeurer parce qu'on a un modèle économique qui permet de les financer. Le monde politique n'a pas attendu pour exprimer ses doutes et ses craintes quant à cette alliance. Des réactions qui irritent le CEO d'IPM alors que c'est le gouvernement lui-même qui a supprimé la concession de distribution de journaux et ses 175 millions d'euros. On l'écoute. Il n'y a rien. R-I-E-N. Rien dans la déclaration gouvernementale pour 2027, 2028, 2029. Alors je suis désolé, je veux dire, qu'on ne vienne pas m'expliquer que la démocratie c'est important, que la presse c'est important, qu'il faut lutter contre les fake news, quand on ne fait rien. Il faut se poser les bonnes questions. Donc moi je renvoie la balle au monde politique et je dis, mesdames et messieurs, qu'avez-vous fait et qu'allez-vous faire ? L'autorité belge de la concurrence devrait examiner le dossier en août prochain. En cas de feu vert, cette acquisition pourrait prendre effet au premier semestre 2026. Z sur 7, les dessous du pouvoir.
Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Dans le débat sur l'éducation et la société, l'égalité occupe souvent une place centrale. Aujourd'hui, nous posons une question aussi inconfortable qu'essentielle. Notre fixation sur l'égalité compromet-elle non seulement notre prospérité, mais aussi le potentiel de nos jeunes? En visant des résultats égaux pour tous, nous risquons de démotiver les talents, de freiner l'ambition et de valoriser la médiocrité. Tout d'abord, Peter de Keyser, pouvez-vous expliquer ce principe à l'aide d'un exemple et présenter une solution possible? Alors, l'hypothèse de l'illégalité, l'hypothèse sous-jacente de notre société est que des résultats inégaux sont le signe d'une injustice. Dans le domaine de l'éducation, cela signifie que l'accent n'est plus mis sur l'excellence collective, mais sur la suppression des obstacles individuels. En Flandre, par exemple, la moitié des élèves n'atteignent pas les objectifs fixés en mathématiques et le nombre d'élèves exceptionnels diminue. Imaginez une classe où le test de maths est simplifié parce que de nombreux élèves ont des difficultés. L'élève moyen réussit, mais les élèves doués ne sont pas stimulés et perdent leur motivation. C'est comme si un entraîneur de sport de haut niveau demandait à un athlète d'abaisser les haies au lieu de s'entraîner pour battre un record. La solution est la suivante, placer la barrière plus haut. Oser exiger. Les écoles doivent introduire la différenciation. Les élèves les plus faibles bénéficient d'un soutien supplémentaire, tandis que les jeunes talentueux se voient confier des tâches complexes. Vous dites que l'accent mis sur l'égalité décourage la diversité des talents. Comment voyez-vous cela et que pouvons-nous faire pour y remédier? Nous poussons beaucoup trop de jeunes à suivre des cours académiques, tout en sous-estimant d'autres talents, tels que l'artisanat. Un excellent artisan peut souvent avoir plus de valeur qu'un universitaire médiocre. Prenons l'exemple de Jonas, un jeune de 16 ans qui adore bricoler et rêve d'avoir son propre garage. Ses parents le poussent à obtenir un diplôme universitaire parce que c'est plus prestigieux. Jonas se démène, n'obtient pas son diplôme et se retrouve frustré. S'il avait suivi une formation technique, il serait peut-être devenu un excellent mécanicien, bien rémunéré et prospère. La solution consiste à valoriser tous les talents. Les écoles peuvent organiser des journées de métiers où les plombiers, les programmeurs et les médecins présentent leur travail. Les parents devraient aider leurs enfants à découvrir leurs forces afin qu'ils choisissent une voie qui leur convienne. Quel rôle les parents et les enseignants jouent-ils dans cette culture de la médiocrité et comment peuvent-ils apporter des changements? Alors, les parents et les enseignants contribuent à la médiocrité en plaçant la barrière trop bas. Les parents poussent parfois leurs enfants dans des directions qui ne leur conviennent pas et les enseignants sont surchargés de programmes de bien-être, ce qui les empêche de se concentrer sur des normes élevées. Et pour finir, comment créer une culture de l'ambition et de l'excellence sans exclure personne? Nous devrions célébrer les meilleures performances, comme nous le faisons avec des athlètes de haut niveau tels que Remco Evenepoel. Ceux qui veulent l'égalité obtiennent la médiocrité. Nous regardons avec admiration Remco ou Nafi, leur effort inlassable et leur volonté de gagner. Un athlète d'élite ne devient jamais grand en se contenant d'un assez bon. D'ailleurs, personne n'attend que de Remco qu'il devienne décathlonien ou de Nafi Thiam qu'elle excelle dans le cyclisme. Un athlète d'élite choisit la discipline pour laquelle il a le plus d'attitude et va jusqu'au bout. Alors pourquoi ne pas faire de même dans l'enseignement et de la société? Diversité, excellence et ambition. Il ne s'agit pas d'une société dure comme la pierre, mais de diversité, d'ambition et de travail acharné dans tous les domaines. Imaginez qu'une école organise un concours de talent. Non seulement le meilleur élève en mathématiques reçoit un prix, mais aussi l'élève qui conçoit un meuble, crée une application ou prépare un gâteau. Cela permet de célébrer la diversité de talents et de motiver les jeunes à s'efforcer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout comme aux Jeux Olympiques, nous admirons à la fois le sprinter et le gymnaste. La solution réside dans une culture où l'effort et la réussite sont cool. Si notre pays veut rester prospère, nous avons besoin de différence, parce qu'il y a plus en chacun de nous, dans chaque jeune, dans chaque compatriote. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers.
Votre podcast touche bientôt à sa fin. Et pour terminer, nous allons analyser les marchés financiers avec Vincent Juvins de chez ING. Aujourd'hui, nous allons parler du cessez-le-feu fragile entre l'Iran et Israël et notamment des inquiétudes qui ont diminué vis-à-vis du détroit d'Ormuz. Oui, en effet, quel soulagement, c'est le vert qui domine aujourd'hui sur la plupart des marchés financiers. Déjà, dès hier soir, on voyait le pétrole refluer, puisque finalement l'attaque d'une base américaine au Qatar était peut-être le signe que le retour, en tout cas de flamme de l'Iran, se limiterait sans doute à ce type de mesures symboliques et pas à la fermeture du détroit d'Ormuz, qui était un petit peu évidemment le risque qui agitait les marchés ces derniers jours. On sait que ce détroit est absolument crucial pour le passage du pétrole et du gaz dans le monde. 20% passent par ce détroit. C'eût été évidemment le scénario catastrophe pour l'économie mondiale. De voir celui-ci bloqué, ça aurait entraîné une hausse significative des prix pétroliers qui aurait pu potentiellement évidemment amener des économies comme l'économie européenne en récession. Rassurer donc à court terme, rassurer également sans doute à moyen et long terme, puisqu'on sait que le programme nucléaire iranien finalement inquiétait dans la région, mais plus globalement. On peut imaginer qu'après évidemment les frappes de ces derniers jours, ce programme a connu un certain retard et qu'évidemment en tout cas ça remet la région en tout cas dans une situation potentiellement un petit peu plus pacifique. L'autre actualité du moment, c'est le sommet de l'OTAN. Les États membres doivent en théorie décider d'augmenter ou non leur budget de défense à 5% de leur PIB. Mais pour les investisseurs, prudence. Alors on va sans doute en fait se diriger vers une augmentation significative des dépenses de défense au sein des pays de l'OTAN. Il faut dire que le dernier accord qu'on avait à cet égard datait de 2014, où on s'était accordé sur 2%. Alors ces 2%, on y était finalement quasi jamais arrivé. C'est en 2025 qu'on sent en tout cas que les pays de l'OTAN collectivement vont arriver à ce niveau-là. Il y avait jusqu'ici que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Pologne qui y arrivaient. Aujourd'hui, c'est vrai que davantage d'États membres de l'OTAN devraient sans doute atteindre cet objectif, voire le dépasser, vu en tout cas les discussions qu'on a à l'heure actuelle. Cela étant, les marchés anticipent, comme toujours, c'est déjà évidemment bien dans les cours. Si je regarde notamment le secteur de la défense européenne, qui est un des secteurs qui devrait bénéficier de l'augmentation de ses dépenses de défense, il affiche un ratio cours-bénéfice de 43 aujourd'hui. C'est 3 fois le niveau de valorisation du marché européen dans son ensemble. C'est beaucoup plus cher que la valorisation du marché américain. Et c'est en tout cas 1,5 fois la valorisation notamment du secteur de la technologie aux États-Unis. J'ai envie de dire, c'est déjà bien dans les cours, d'où prudence, en tout cas pour les investisseurs qui seraient tentés de revenir franchement sur le secteur de la défense dans le sillage de cette annonce. Cependant, il n'est pas trop tard pour les intégrer dans un portefeuille. Non, mais enfin, il faut aborder cette thématique de manière critique, active et sélective. Alors finalement, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans les discussions qui se mènent actuellement à La Haye, on essaie d'avoir une approche large de la définition de ce que c'est des dépenses dans la défense. C'est pas uniquement des tanks, des munitions et des achats finalement d'équipements militaires. On voit que la défense est définie de manière plus large ces dernières années, et on le voit, et d'ailleurs votre illustration l'illustre assez bien, sur le terrain en Ukraine, on voit que c'est de plus en plus la cyberguerre, que c'est de plus en plus la technologie, les drones qui sont employés sur le terrain militaire, et donc ça constitue un poste de dépense de plus en plus important dans nos armées. Aux États-Unis, par exemple, tout ce qui concerne la recherche et développement, la cybersécurité, c'est déjà 17% du budget de l'armée aux États-Unis. C'est tout à fait significatif, et c'est en tout cas sur ce point précis, notamment que les dirigeants en tout cas discutent aujourd'hui de consacrer à peu près 1,5% de PIB à ce type de défense. Donc pour les investisseurs, c'est peut-être un peu trop tard pour l'aborder via les valeurs de défense dites classiques. Par contre, il est encore temps d'aborder cette thématique de manière périphérique et indirecte via notamment le secteur de la technologie. Pour finir, ce sommet pourrait avoir des conséquences sur les décisions prises. Alors en Europe, malheureusement limité, puisqu'on est très dépendant des États-Unis pour nos équipements militaires. On a vu ces dernières années qu'à peu près 2/3 des dépenses militaires qu'on réalisait en Europe partaient à l'étranger, dans les achats notamment d'armes américaines notamment. La Commission européenne estime que dans les prochaines années, les dépenses qu'on va faire sur le plan militaire pourraient augmenter notre PIB à terme de 0,3 à 0,6% du PIB et augmenter significativement notre endettement. Donc c'est une nécessité sur le plan sécuritaire. D'un point de vue économique, l'impact est malheureusement plus mitigé tant qu'on n'aura pas une Europe de la défense, en tout cas sur le plan industriel, et qu'on aura notre capacité de production. On n'en est pas là aujourd'hui malheureusement. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, vous pourrez retrouver votre podcast quotidien avec de nouveaux sujets sur l'actualité des marchés financiers. Vous pourrez également retrouver le sujet à la une de Trends Tendance, présenté par un de ses journalistes. À demain. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus.
Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. De plus en plus d'entreprises visent la neutralité carbone d'ici 2050, en cohérence avec les ambitions européennes. Dans le même temps, de nouvelles réglementations les obligent à mesurer leurs impacts climatiques et agir concrètement. Mais entre les audits, les plans de réduction, les rapports, tout cela devient vite complexe. Mon conseil ? Ne pas attendre. Mieux vaut commencer aujourd'hui, étape par étape. Tout cela commence par une feuille de route claire. Où pouvez-vous agir ? Isolation, chauffage, mobilité, efficacité énergétique, production locale. Les leviers sont nombreux. Chez Luminus, cela fait plus de 10 ans que nous accompagnons les entreprises dans ce type de trajectoire. Avec notre expertise énergétique et celle de nos filiales d'installation, nous construisons ensemble des solutions efficaces et rentables. Pas seulement parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est le bon moment pour faire les bons choix. Ensemble, créons un avenir qui a du sens. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.